Bonjour, Jean-Marie Pelt était l'invité du Pays Turdolaire le 1er décembre. Il a aussi accepté de répondre à nos questions sur la thématique du climat. Jean-Marie Pelt, merci de nous recevoir. Vous venez de publier Heureux les simples chez Flammarion, les simples plantes médicinales? Non, ce sont les saints. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait un bouquin sur les saints, parce que je suis agacé que l'on mette dans les médias à longueur de journée des milliardaires qui sont en quelque sorte des recordmen du dollar. Et moi je voulais mettre en scène pour les jeunes des exemples remarquables qui sont des recordmen ou des athlètes de l'amour, parce que c'est mieux que le dollar, et que ça leur a permis de faire des choses extraordinaires. Alors je mets en scène une vingtaine de personnages qui ont vraiment eu des vies incroyables. Ça se lit comme un roman et on a envie d'être bien avec eux. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que si ceux qui lisent le livre sont aussi contents de fréquenter ces gens-là que j'étais content moi-même de les fréquenter en l'écrivant, alors c'est gagné. Alors un exemple, ou peut-être le plus bel exemple pour vous, d'un simple parmi les simples? Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est François d'Assise, parce que comme j'étais louveteau dans la branche scout petit, on nous parlait beaucoup de Saint-François. Et puis Robert Schumann, parce que ça a été mon grand-père, ou mon second grand-père, pas biologique, mais en tout cas affectif. Donc voilà, c'était un très grand homme politique, c'était un saint homme, et c'était en plus un écologiste avant la lettre. Alors pour faire le lien avec votre propre engagement, j'ai lu quelque part, mais on a écrit tellement de choses sur vous, que votre engagement était porté par des valeurs humanistes et une véritable foi mystique. Alors est-ce que vous êtes un jour entré en écologie comme presque on entre en religion? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas rentré en écologie comme ça. Je suis rentré en écologie en faisant une mission en Afghanistan en 1964, si bien que je suis sans doute le plus ancien écologiste français, et dans les régions tribales, où on pensait que Ben Laden se cachait, vous voyez, à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Et là, j'ai découvert l'écologie sur le terrain. Et c'est à partir de là que je me suis tout à fait intéressé à l'écologie. Puis en 1971, j'ai créé à Metz l'Institut européen d'écologie. Et là, nous avons eu le souci de faire rentrer l'homme dans l'écologie. Parce qu'à l'époque, l'écologie, c'était les petits oiseaux, les petites fleurs, les poissons parce qu'ils mouraient de pollution, mais ce n'était pas les humains. Et donc nous avons fait rentrer aussi les humains en inventant des concepts tels que l'écotoxicologie. Donc ça, c'est tous les impacts négatifs des molécules non testées sur notre santé. C'était aussi l'écologie urbaine, dont on a parlé ce soir, et tous ces thèmes où l'écologie a rencontré l'homme en tant qu'acteur fondamental de l'écologie. Alors l'Institut européen d'écologie, dont vous êtes toujours le président, a 40 ans. En quelques phrases, quel bilan? On a créé en fait 3 sous-disciplines de l'écologie. L'ethnopharmacologie, alors ça c'est la science des plantes utilisées dans les autres cultures en tant que médicaments. Et de ce point de vue, on a fait avancer la phytothérapie, la médecine par les plantes, beaucoup. On a inventé, donc je le disais, l'écotoxicologie. Donc là, on a mené des campagnes vigoureuses contre l'amiante, à une époque où on se faisait ridiculiser, y compris par les sommités scientifiques de l'époque. On a changé beaucoup la ville de Metz en faisant le laboratoire de ce concept d'écologie urbaine. On a fait de Metz, je crois, une belle ville. Enfin, c'est tout ce que tout le monde en dit aujourd'hui. Ça, c'était les 3 pistes que on n'a pas cessé de creuser. Et maintenant, je réfléchis beaucoup avec quelques-uns de mes proches sur le thème écologie et spiritualité, parce qu'on s'aperçoit que les valeurs portées par l'écologie sont les mêmes que celles qui sont portées par les grandes traditions spirituelles du monde entier, d'Orient comme d'Occident. Alors c'est la solidarité, c'est le partage, c'est la sobriété, c'est le respect de celui qui est différent de moi, donc la diversité, c'est un rapport harmonieux à la nature, et toutes ces valeurs sont en fait communes entre l'écologie et les grandes religions du monde. Et je pense que si on en prend conscience, on s'aperçoit qu'on va alors se réinstaller sur un socle de valeurs qui, dans notre société, enfin, nous manque dramatiquement. Il y a
une chose qui nous manque dans notre société, ce sont des repères, ce sont des références et ce sont des valeurs. Donc nous travaillons là-dessus. Qu'est-ce qui a le plus changé entre vos premiers engagements ou l'époque, disons, de l'ouvrage Tour du monde, un écologiste et aujourd'hui? Le plus changé dans votre discours et aussi dans la marche du monde? On n'est plus à l'époque des décharges sauvages. Donc ça, c'est un domaine où on a beaucoup évolué, on a beaucoup recyclé aussi. Le deuxième domaine où on a beaucoup évolué, c'est l'urbanisme, la conception des villes, la conception des centres-villes en particulier. Il ne viendrait plus à l'idée de personne aujourd'hui de faire des grands ensembles. Nous voyons à quel prix très élevé il faut les payer, là où ils existent encore, mais on a tendance à faire tomber les bars et les tours. Et ça sera une bonne chose quand elles seront toutes tombées. Donc voilà deux domaines où il y a eu des progrès très importants. Ce qui a tout à fait changé aussi, c'est que quand je suis rentré dans ce métier, on ne parlait pas de réchauffement climatique. C'était un concept qu'on n'avait pas. Moi, j'en ai pris conscience quand j'ai écrit Le Tour du monde d'un écologiste, c'était en 90. Et c'est la première fois où, dans ce livre-là, j'ai parlé des conséquences qu'aurait le réchauffement climatique sur les atolls. Donc c'était le début de cette prise de conscience. Vous étiez le premier à en parler. On était parmi les premiers, mais on a souvent été les premiers. Ouais. On est un peu des pionniers, si vous voulez. On n'est pas, disons, un bureau d'études, on est plutôt un laboratoire d'idées. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure des simples. Là, j'aimerais vous faire parler un peu d'un domaine un peu plus complexe, le monde politique. En 2007, les candidats à l'élection présidentielle, comme un seul homme, s'engagent derrière Nicolas Hulot et prônent une taxe carbone, un projet qui a d'ailleurs capoté depuis. Est-ce que fin 2011, début 2012, le dossier climat risque d'être sacrifié sur l'autel d'un autre dossier qui est la crise économique et financière? Ben, écoutez, on a abondamment parlé d'écologie en 2007. C'était l'époque du film d'Al Gore, c'était effectivement l'époque du pacte écologique de Nicolas Hulot, qui a entraîné ensuite le Grenelle de l'environnement. Donc l'écologie était très très présente. Alors maintenant, elle n'est présente que sur un thème, c'est la question du nucléaire, à la suite évidemment de ce qui s'est passé au Japon, mais elle est présente sur un ton qui est terriblement polémique. C'est très dommage qu'on n'arrive pas à dégager des consensus larges sur des thèmes de cette importance-là. Et je crains que sur les autres thèmes de l'écologie, par exemple le réchauffement climatique, je pense que ça va effectivement passer à l'as parce que les politiques sont happés par les urgences immédiates. Actuellement, pour gérer l'économie, il faut prendre des décisions au jour le jour. C'est ce qu'ils font tous les jours et autre chose. C'est vraiment comme au Galeries Lafayette. Ici, il passe tout le temps quelque chose dans la politique. Mais le long terme va être totalement sacrifié, malheureusement. Alors, il y a deux choses importantes cette semaine. Il y a votre conférence à Cernay, votre présence en Alsace, et il y a la conférence d'Urban en Afrique du Sud. C'est pas la même chose. La 17e conférence oui. Consacrée à... Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est vraiment mal parti? Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que... Copenhague a été un échec en 2009. Oui, oui, tout à fait. On va vers un autre échec? Peut-être bien que oui, mais pour une raison qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a mondialisé l'économie. La finance, alors ça c'est merveilleusement mondialisé. On appuie sur des boutons d'ordinateur et les indices de bourse s'affichent sur les écrans dans le monde entier, ça tourne tout rond, enfin pas rond du tout, mais ça tourne. Bon, par contre, la politique n'est pas mondialisée du tout, puisqu'il y a 193 pays aux Nations Unies, dont chacun a ses intérêts propres, et l'écologie non plus n'est pas mondialisée. Donc, nous devons dire aujourd'hui que, toujours sur le long terme, en regardant loin devant nous, il va falloir mondialiser aussi la politique et l'écologie. On est même très loin de l'européanisation de la politique, puisque l'Europe branle comme jamais elle n'a branlé dans le Manche, mais ça doit rester l'objectif fondamental. Il faut que petit à petit, il y ait une prise en compte de l'humanité globale, et qu'on se pose des questions sur les inégalités extraordinaires. Je vais prendre un exemple. La Bolivie est un des pays les plus pauvres du monde. Bon, c'est dommage pour eux et on n'a pas envie qu'ils soient pauvres. Ils ont du lithium. Ils ont les plus grandes réserves de lithium du monde. Si on passe aux piles au lithium, du jour au lendemain, la Bolivie va devenir un pays le plus riche du monde. Plus riche que les Émirats, plus riche que l'Arabie Saoudite.
tout ça n'est pas partagé, il faut partager les ressources. Alors j'avais envisagé un système nouveau, et pendant mes vacances de Noël, je vais écrire ça à M. Juppé. Voilà, vous êtes un pays, vous avez des ressources naturelles, la moitié c'est pour vous, l'autre moitié c'est pour l'humanité tout entière. Pour éviter ces décalages énormes qui créent des tensions énormes, qui créent des conflits énormes, qui créent des tentatives d'appropriation sur le dos des autres. Alors vous avez été le premier des lanceurs d'alerte, comme pour reprendre un peu l'expression de Nicolas Hulot. Est-ce que ce lanceur d'alerte ne se sent pas aujourd'hui pris un petit peu dans un piège, c'est-à-dire pris entre le marteau là, de ce qu'on appelle les prophètes de malheur, le catastrophisme, d'un côté, et l'enclume des marchands de doute, comme on les appelle aussi, qui sont les climato-sceptiques de l'autre? Je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est des gens qui voient loin. Et que malheureusement, vous savez, quand vous avez été proche de Robert Schuman, il a vu l'Europe et la paix. Et ça a marché. Alors on a eu le tort, d'où les Français, de dire il faut une Europe des nations, pas une Europe fédérale. Bon, maintenant on le paye très cher. Si on avait suivi Schuman, toute la sauce actuelle, ça n'existerait pas. Parce qu'ils voyaient loin. Et ce qu'on peut reprocher aux politiques, c'est de voir, j'allais dire, le nez sur le guidon et une absence de perspective. Et il y a peu de gens, finalement, qui voient loin. Parce que le temps politique ne colle pas avec pas du la tout. vision lointaine. Regardez les économistes. Vous en voyez à la télé tous les jours. Un, ils sont jamais d'accord entre eux, ce qui prouve que leur science est quand même à remettre en cause. Et deux, ils n'ont jamais rien prévu non plus. Bon, alors il faudrait qu'on ait des gens dont le métier serait de voir à très long terme. Eh ben, c'est un petit peu ma vision à moi. C'est un peu ce que je fais. Alors pour ne rien arranger, il y a eu Claude Allègre, mais après Claude Allègre, il semble aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle charge, enfin il ne semble pas, il y a une nouvelle charge contre l'écologie qui semble être un peu moins partisane et qui est signée Pascal Bruckner. Oui, je ne sais pas si vous avez vu son dernier essai, bien sûr. Et qui met un peu les pieds, qui jette un peu un pavé dans la mare des dérives de cataclysmiques, appelle-t-il, de l'écologie, en disant qu'il refuse de se complaire dans une vision sombre des temps à venir et qualifie l'écologie de triste, culpabilisante. Je n'ai pas du tout cette vue de l'écologie, moi, pas du tout. Je trouve que c'est au contraire un concept et un mouvement qui a pour objet d'assurer la vie de nos enfants, de leurs descendants, de leur laisser une terre en bon état, où il fait bon vivre, où il y a de la beauté, où il y a des valeurs. C'est tout à fait autre chose. Pascal Bruckner, je le cite, depuis une dizaine d'années, l'écologie est devenue idéologie dominante, instruit le procès de l'humanité et alimente l'angoisse des gens. Alors, ça renvoie autour du monde un écologiste, vous dites que pourvu que l'écologie ne devienne pas une idéologie. Mais non, il ne faut pas que ça devienne une idéologie. C'est pas une idéologie. C'est la seule idée neuve du XXe siècle. Le XXe siècle, c'était quoi? C'était toutes les idées du XIXe. Le communisme, le socialisme, le libéralisme, le capitalisme, tout ça, c'était ça le XXe siècle. Et l'écologie est arrivée en disant oui, mais faisons attention, parce que la Terre est ronde, donc les ressources sont forcément limitées, on ne va pas les chercher ailleurs, et la population grandit toujours plus. Donc il faudra trouver de nouveaux équilibres pour éviter que nous nous comportions comme des prédateurs. Mais ça, c'est très positif. Et à nous d'aller effectivement dans ce sens, c'est vraiment l'objectif de l'écologie. Il n'y a là qu'une prise de conscience d'une réalité que personne ne peut contester. Alors il y a ceux qui disent qu'il n'y aura jamais de problème parce que la technique réglera toujours tous les problèmes. Ben, je voudrais être sûr, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr que la technique va régler les problèmes si on a monté le climat de 3 ou 4 degrés en 2050 et s'il y a des tornades monstrueuses, des sécheresses terribles, des inondations catastrophiques, si les pays du Sud ont l'incapacité de produire leur nourriture et que les famines se développent, ben la technologie ne va pas arranger ça. Donc c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut mettre la technologie au service des bonnes idées, des bonnes causes, en particulier du développement durable, mais il faut savoir que nous ne sommes pas les maîtres. Donc nous devons considérer l'écologie comme plutôt une sagesse
plutôt qu'une idéologie. Certains, Pierre Rabhi en tête, prônent la sobriété heureuse. Là. Vous vous sentez proche de la décroissance? Dans le concept actuel, si vous dites décroissance, vous dites chômage. Donc on ne peut pas dire ça. Donc le mot n'est pas bon. Mais le concept mérite d'être repensé complètement. Et je vais plus loin, je pense que l'économie doit être repensée de fond en comble. Alors, il y a eu Fukushima, donc les conséquences vont se faire sentir longtemps. Est-ce que ça a remis en question quelques-unes de vos convictions? Non, ça n'a rien remis en question du tout, parce que sur le nucléaire, mes convictions sont les mêmes depuis 30 ans, depuis 40 ans. Mais je sais depuis toujours que petit 1, il y a le problème des déchets, 40 ans après, on est toujours au même point. Petit 2, il y a le problème des accidents. Quand il y a un accident, c'est dans le monde entier qu'on met en question le nucléaire. Alors c'est quand même très embêtant. Alors, écoutez, voilà une énergie quand même très peu sûre, puisque un accident la remet en cause partout. Les 2 tiers des pays ensuite disent on n'en fait plus. Bon, et puis troisièmement, il y a le démantèlement qui coûte extrêmement cher, qu'on ne sait pas faire. Les centrales resteront là, bien qu'on ne les utilisera plus depuis des décennies. Donc j'ai toujours été très réservé par rapport au nucléaire et très fervent des énergies renouvelables qui me paraissent être une priorité absolue. Vous avez, parmi les dizaines d'ouvrages que vous avez publiés, écrit un livre qui s'appelle Les Voies du bonheur. C'est joli ça comme titre. Oui. Êtes-vous un homme heureux? Oui. Je crois que je suis un homme heureux. Alors pourquoi je suis un homme heureux? D'abord parce que j'ai une foi solide et que je suis branché sur Jésus. Deuxièmement, parce que je suis très actif et je m'implique pour défendre les idées qui nous sont communes et qui sont celles des valeurs que nous venons d'évoquer. Troisièmement, parce que je suis très enraciné dans la nature et qu'en venant ici, nous avons vu un ciel de toute beauté aujourd'hui, que nous avons même photographié. Et quatrièmement, alors ça c'est la clé des 3 autres, c'est que je suis entouré de beaucoup d'affection et d'amitié autour de moi, et que je crois que la sobriété heureuse, c'est de ne pas avoir envie à Noël d'avoir 1 tonne de cadeaux, mais c'est à Noël d'avoir plutôt de solides baisers. Voyez-vous, je vais vous dire, j'ai pas conscience d'être quelqu'un de différent des autres. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, j'ai trouvé que c'était bien vos questions, qu'elles étaient très pertinentes et très bien faites. Merci. Jamais au grand jamais, aucune chaîne de télé me fera faire une émission comme nous venons d'en faire tous les deux. Bon, bah tant pis, ça m'est totalement égal. Mais je veux dire, c'est dommage, c'est ça que je déplore, que les grands médias ne font pas passer des valeurs et que nous soyons mais vraiment embistrouillés par la surpolitisation des débats, par le fait qu'on montre des personnages qui n'ont rien à nous apprendre. Alors, moi je vous dirais bravo. Je voudrais bravo, je trouve que c'est bien ce que vous faites. C'est bien de m'avoir donné la parole et je suis très content d'avoir été avec les gens de la Dolaire ce soir. Très bien. Alors une toute dernière chose, là il y a des gens qui en se rasant le matin pensent à être président de la République. Est-ce que vous, en vous rasant, vous dites quand même que la mobilisation internationale, ça met du temps à se mettre en route, quoi? Je dis que ça met du temps, mais que nous sommes dans une période très intéressante où ce qui est en train de se fissurer, de se craqueler. C'est la définition que les Grecs donnaient à une crise, mais que ça laisse apparaître d'autres choses nouvelles qui sont en train de se faire et qu'on ne voit pas beaucoup. Et qui est cette formidable fermentation où on voit des expériences intéressantes, on voit se mettre en place le développement durable dans d'innombrables collectivités partout. Il y a du nouveau qui se fait parce que le vieux ça craque. Et pour finir par où on a commencé, dans le livre sur les saints, ce qui m'a énormément frappé, c'est que très souvent, ce sont des petites gens comme vous et moi, mais qui sont malades. Ils ont 2 caractéristiques. Ils aiment énormément Dieu et leur prochain, et ils sont malades, et souvent très malades. Eh bien, tandis que leur corps s'affaiblit et que leur physiologie marche de moins en moins bien, il y a toutes sortes d'autres choses qui viennent en surface. Et ils manifestent alors des possibilités qu'on croit impossibles, du style ils ne mangent pas, ils décollent de terre, des choses extraordinaires. Il faut que le vieux ça craque
pour que le nouveau puisse se mettre en place et démarrer. Bien. Merci Jean-Marie Pelt. Merci beaucoup.